Bienvenue à toutes et à tous sur Ovadia TV pour ce nouveau numéro de votre émission de Bien-être Santé Plus. Nous allons parler du bilan prénuptial. Au nom de l'amour, les jeunes se mettent en couple et amorcent le processus du mariage sans pour autant penser aux tests prénuptiaux. Or, ces examens qui précèdent l'union des fiancés visent, selon les spécialistes, à prévenir des maladies héréditaires ou congénitales handicapantes pour la descendance du couple. Avec moi sur ce plateau, Dr Marcos Douceau, il est médecin pédiatre, mais aujourd'hui, nous le recevons en tant que médecin chargé de la recherche, la formation et la sensibilisation au sein de l'ONG OSAM. Organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Gracia. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai bien présenté. Oui, je pense que vous l'avez très bien fait. Et je suis effectivement médecin chargé de la recherche, de la formation et de la sensibilisation. Et c'est d'ailleurs ça à qui vaut ma présence ici, puisque votre thème a vraiment attrait à de la sensibilisation. Exactement. Et comme je vous le dis à chaque fois que vous allez m'inviter, pour le bien-être de la mère et de l'enfant, tous travaux cessants, je répondrai présent. Merci bien. Nous allons vous demander comme première question, comment est-ce que vous vous définissez le bilan prénuptial? Alors, la définition du bilan prénuptial, donc en fait, vous voulez me demander qu'est-ce que ça sous-entend? Un bilan prénuptial, il faut dire qu'avant de s'engager dans une relation sérieuse, il est recommandé de faire une consultation médicale en couple. Pendant cette consultation, le médecin va demander des analyses de laboratoire, il peut demander des échographies et autres, et il va poser des questions pour voir, c'est-à-dire pour faire un bilan de santé, mais l'objectif à la fin, c'est pour voir la compatibilité. Et comme vous l'avez dit, à la fin, c'est pour voir si vraiment les conditions sont remplies pour une vie harmonieuse en couple, et surtout si la descendance est protégée, s'il y a des risques éventuels de maladies pour la descendance. D'accord. Quels sont les résultats qu'on attend de ce bilan, de ces examens? Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un dépistage. Donc, un dépistage, c'est-à-dire on va chercher pour voir est-ce qu'il y aura des incompatibilités, est-ce qu'il y aura des maladies. Et donc, si on fait le dépistage, dans un premier temps, c'est pour voir est-ce qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles. Donc, pour que les époux, enfin pour que les fiancés, les futurs mariés ne se contaminent pas. Donc, je donne un exemple simple. Donc, si on fait un bilan et qu'on voit que quelqu'un a le VIH, on le sait qu'il a le VIH. Donc, ce bilan peut révéler des choses comme ça peut être un bilan normal et donc rassurer le couple. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous répondez déjà à ma troisième question qui était de savoir le but de ces examens. Le but de ces examens, on peut les voir à plusieurs niveaux. À un premier niveau, il faut déjà voir que c'est pour, on fait le point déjà pour les deux partenaires, pour que l'un ne contamine pas l'autre. Ensuite, on fait également le point pour être sûr qu'il n'y a pas, c'est-à-dire une probabilité que les parents transmettent des affections à leur progéniture, à leur descendance. Et également, comme souvent on se met ensemble pour la procréation, pour avoir des enfants, on peut élargir ce bilan au bilan préconceptionnel, c'est-à-dire un bilan pour voir est-ce qu'il n'y a pas éventuellement une infertilité si vraiment les deux peuvent concevoir, peuvent avoir, c'est-à-dire s'ils peuvent vraiment se mettre ensemble pour avoir des enfants. Donc, ce que nous appelons le bilan d'infertilité. Ok. Maintenant, en cas d'incompatibilité entre les deux partenaires, quelle est la suite? Est-ce à dire que les deux, chacun prend son chemin ou on peut toujours trouver des solutions pour permettre quand même à ces amoureux-là de rester ensemble? Je pense que votre question, ça m'a fait sourire un peu parce que on ne fait pas le point pour dire oui, nous nous séparons. Et si nous présentons ça comme ça, je pense que beaucoup auront peur d'aller faire ce bilan. Et déjà, il faut faire la nuance entre le certificat prénuptial, qui est un papier qu'on essaie d'avoir pour que l'agent de l'état civil puisse célébrer le mariage. Je pense qu'ici, ce n'est pas de ça que nous discutons. Pas du tout. Ce dont nous discutons,
c'est que nous voulons nous mettre ensemble, nous faisons le point. Parce que qui parle d'intimité, parle d'échange, parle de proximité. Donc, il y a une probabilité qu'on se transmette des maladies. Donc, quand on fait le bilan, on découvre des choses. Le premier objectif, c'est déjà de régler, c'est-à-dire c'est déjà de solutionner les problèmes qu'on a trouvés. Je donne un exemple simple. On fait un bilan. On trouve que l'un des partenaires a l'hépatite B et que l'autre n'est pas vacciné. C'est une occasion déjà pour sensibiliser la personne qui a l'hépatite B, lui donner des conseils pour qu'il puisse guérir spontanément, pour qu'il augmente ses chances de guérir spontanément de son hépatite B, ou bien s'il est à une phase de chronicité, qu'il puisse se faire suivre. Et parallèlement, on va demander au second partenaire de se faire vacciner. Donc, vous voyez qu'au décours de cette démarche, quand même, on a apporté une solution. Je prends une maladie comme la syphilis, par exemple, qui est une maladie facile à traiter. Je pense qu'avec, peut-être que j'exagère, sinon avec 2000 francs, on peut traiter une syphilis. Mais vous imaginez que si le dépistage n'est pas fait et que les parents se mettent ensemble, puisqu'ils sont des porteurs sains, ils ont déjà une bonne défense immunitaire, on peut être porteur du germe de syphilis sans faire la maladie et le transmettre à sa progéniture. Donc, le fait de faire cette démarche, on a dépisté une maladie et là, qu'est-ce qu'on fait? On traite. Donc, non seulement on traite pour que les partenaires ne se contaminent pas, mais on fait déjà une prévention dans la descendance. Un peu. Quand je prends le bilan qui inquiète un peu le VIH, si on fait un test de dépistage aux deux et qu'on trouve qu'un partenaire a le VIH, au nom de l'amour, les deux peuvent décider, s'engager. Mais là, vous aurez compris que c'est un consentement éclairé. Donc, le bilan, là, peut mettre à l'épreuve les deux partenaires et au bout, ça leur permet quand même de s'assurer que vraiment, ils s'aiment vraiment, qu'ils veulent vraiment rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et il vaut mieux le faire là plutôt que se mettre ensemble. Et puis après, donc quelque part, je dirais que le fait de faire ce bilan tôt va prévenir des cas de divorce, que moi je vais appeler des cas de divorce inutiles. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, voilà un peu les éléments. Donc, il y a également une maladie comme la drépanocytose, par exemple. Donc, les deux parents sont AS-AS. On va leur apporter l'information. Vous êtes AS-AS. Il y a une probabilité que votre progéniture ait telle maladie. Et voici les contraintes que vous aurez en tant que parent. Ça va vous demander des contraintes financières. Ça va vous demander vraiment que vous fassiez des tests. C'est des enfants qu'il faut nourrir un peu plus particulièrement. Donc, nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les parents. Et compte tenu de ces risques-là, je ne pense pas qu'il y ait de loi ou bien qu'il y ait des principes qui les empêchent de se marier. Mais au moins, ils se seraient engagés en connaissance de cause. Et je profite pour dire que pour cela, il est beaucoup plus intéressant de faire ces bilans plus tôt, plutôt que d'attendre d'être vraiment évolué dans la relation. Parce que l'objectif pour nous en tant que médecins, quand je prends le cas de la drépanocytose par exemple, c'est que au cas où l'enfant sera drépanocytaire, que les parents puissent s'en occuper à deux, plutôt que de s'engager dans une relation au nom de l'amour. Parce qu'en ce moment, on n'avait pas eu le consentement éclairé, c'est-à-dire on n'a pas fait les bilans qu'il faut, et après on découvre maintenant et on divorce. Et l'enfant à qui on a infligé, bon, je ne dirais pas qu'on a infligé pour ne pas juger les parents, donc les parents n'ayant pas pris toutes les précautions qu'il faut, la mesure, après ils se séparent et c'est la maman seule qui doit s'occuper de cet enfant. Et je pense, sans me tromper, que les femmes, compte tenu du poids, de la charge qu'elles ont, quand il y a un enfant, devaient vraiment être les personnes qui doivent exiger, d'abord elles-mêmes faire leur propre bilan, mais amener leur conjoint à vraiment s'engager dans ce bilan avant que la relation n'aille un peu plus loin. D'accord. Merci pour ces explications. Vous avez parlé tout à l'heure de l'hépatite B. Au cas où l'un des partenaires avait cette maladie-là, l'enfant qui va naître, est-ce qu'il y a de possibilités, au cas où les deux partenaires restaient ensemble, voilà, l'enfant qui va naître, est-ce que cet enfant-là pourrait contracter l'infection? Le risque est là. C'est évident qu'il y a un risque parce que les parents, si c'est le papa qui a l'hépatite B, il y a une probabilité qu'il le donne à la maman, que la maman contracte l'hépatite B et l'enfant a été porté par la maman. Et c'est un principe que les infections virales, les virus passent le placenta.
Donc, il y a une probabilité que cet enfant contracte l'hépatite B. C'est vrai, aujourd'hui, comme c'est devenu une question de santé publique, parce que l'hépatite B est assez courante, il y a le vaccin qui se fait à la naissance, mais le but que vise le bilan prénuptial par rapport à l'hépatite B, c'est déjà que les conjoints ne se contaminent pas. Parce que l'hépatite B, quand vous la faites, vous pouvez faire la forme chronique et vous pouvez déjà faire des complications à type de cirrhose ou de cancer. Donc, c'est que vous allez amener des enfants au monde et décéder plutôt pour les laisser face à la vie. C'est pas aisé. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il peut arriver lors d'un bilan qu'on constate que l'un des partenaires est infertile? Ça dépend. Je dis ça dépend parce que ça dépend de la demande. Le bilan prénuptial vise déjà au minimum qu'il faut faire pour que le couple se mette ensemble. Maintenant, on peut l'élargir au bilan préconceptionnel si les parents veulent s'assurer à la demande des conjoints. Ce n'est pas systématique. Comme les conjoints peuvent se mettre ensemble et voir que chemin faisant, qu'ils ont du mal à avoir des enfants, et maintenant aller faire le bilan pour s'assurer de ce que tout va bien ou pas. Mais ce qui est beaucoup plus idéal, c'est vraiment de le faire au début de la relation. Et maintenant, quand il y a des cas d'infertilité, là, les gynécologues verront ensemble avec les deux conjoints quelle est la décision qu'il faut prendre. Parce que ça dépend de la cause de l'infertilité. Dans le bilan prénuptial, il y a déjà des bilans qui... Je vous ai parlé de la syphilis, par exemple. Si vous dépistez la syphilis, déjà, avant d'aller dans votre relation, c'est que vous allez déjà faire un traitement. Parce qu'il y a l'infertilité, mais il y a surtout le problème des fausses couches. Quand nous prenons l'exemple de la syphilis, c'est une maladie qui donne assez de fausses couches. Donc le couple va s'engager, va commencer par avoir des fausses couches. La femme va commencer à avoir des fausses couches. Et du coup, le couple n'est pas vraiment rassuré. Ça va amener des problèmes. La belle famille, tout le monde va s'y mêler. Vous imaginez tout ce que ça peut générer comme difficulté. Alors qu'il suffisait juste d'aller enquêter pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche d'avoir des enfants et le résoudre. Je veux surtout préciser que c'est vraiment clé qu'on comprenne que le bilan, on ne va pas le faire. Ce n'est pas pour dire je veux rester, je veux me séparer. Non, c'est pour voir quelles sont les difficultés qu'on pourrait avoir, réduire les risques avant de s'engager ou les éliminer totalement. Donc voilà le but vraiment pour lequel on va faire le bilan prénuptial. Dites-nous donc où et quand on peut faire ce bilan. Il y a des examens qu'on peut déjà, qu'on ne fait qu'une seule fois dans la vie. Donc, déjà dans la période d'adolescence, toutes les femmes qui sont en âge de procréation, c'est-à-dire déjà à partir de 15 ans, j'ai déjà parlé des adolescents, y compris femmes, y compris filles, garçons, doivent déjà connaître leur groupage et leur électrophorèse. Parce que ce bilan, on ne le fait qu'une seule fois. Maintenant, quand on voit qu'on veut s'engager dans une relation sérieuse, qu'on veut aller aux intimités, dès qu'on est prêt à avoir des intimités sans préservatif, par exemple, sans se protéger, ça suppose qu'on s'expose à avoir des maladies sexuellement transmissibles. Donc déjà là, les copains, comme on le dit, ou bien les copines, bien les petites amies, les petits amis, ça, on peut déjà à ce moment aller faire un minimum. Aller voir un médecin. On peut voir un médecin généraliste. Il connaît le minimum qu'il faut faire. Et si on découvre à partir de ce minimum qu'il y a des examens qui demandent un avis spécialiste, on ira voir le médecin spécialiste. Comme on peut aller voir directement un gynécologue, puisqu'il s'agit d'une question qui a rapport avec la procréation, donc avec le désir de maternité ou le désir de paternité, on peut aller voir directement un gynécologue. Et puisque la finalité, c'est d'avoir des enfants, il y a également des pédiatres qui sont souvent des médecins de famille, donc on peut également solliciter et on va orienter pour dire voilà le bilan qu'il faut faire. Et je voudrais aussi vous dire que ce bilan n'est pas standard. Parfois aussi, on va tenir compte des antécédents des deux. Si on découvre que parmi les deux, quelqu'un est diabétique, par exemple, il y a des conseils
qu'on va lui donner pour l'hygiène de vie, comment il faut qu'il s'alimente et tout, parce que ce n'est pas, même si, c'est vrai qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles, mais si on se met en couple et que l'autre est tout le temps malade, parce qu'il est diabétique, et vous savez que le diabète donne des complications au plan génital. Oui. Ça peut donner, ça peut même donner des complications de point de vue urologique. Le diabète peut conduire à une faiblesse sexuelle, par exemple. Donc, ne voyez pas seulement les examens de laboratoire qu'on demande pour faire le certificat. Le bilan prénuptial, c'est bien au-delà du certificat. Le certificat, c'est juste qu'on veut avoir la preuve légale pour que si demain, vous avez des contentieux, qu'on puisse peut-être se baser sur ça pour dire oui. Tu le savais depuis le début. Voilà, tu savais depuis le début. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Pensez-vous que les populations, on est au Bénin, est-ce que les Béninois ont connaissance de ces examens? Est-ce qu'ils savent qu'il faut faire ces examens avant de se mettre dans un couple? Bon, l'impression, peut-être que c'est une fausse impression, parce que je n'ai pas fait d'enquête et je n'ai pas eu de chiffres, de statistiques vraiment par rapport à cette question. Mais je n'ai pas l'impression que vraiment les gens prennent ça au sérieux. Et pour nous, pédiatres, vous savez, nous gérons les dégâts. Bon, on ne va pas appeler ça dégâts parce que soyez un peu gentil avec les parents. La retombée. Parce que nous avons des enfants qui ont la drépanocytose, nous avons des enfants qui ont des malformations, nous voyons des enfants qui ont de grosses têtes, ce qu'on appelle les hydrocéphalies. Tout ça parce que non seulement les gens n'ont pas fait le bilan prénuptial, ils n'ont pas fait le bilan préconception, c'est-à-dire avant la grossesse. Et même pendant la grossesse, le bilan prénatal qu'on doit être fait n'est pas bien fait. Et ça, on le dit au nom de la pauvreté. Parce qu'on estime, par exemple, qu'on n'a pas les moyens. Et quelque part aussi, nous, agents de santé, nous sommes interpellés. Parce que parfois, nous souffrons, c'est-à-dire nous nous mettons dans la peau des patients, ou bien nous nous mettons dans la peau des parents qui viennent nous voir, disons qu'ils n'ont pas les moyens, et nous ne demandons pas toujours ce qu'il faut. Et là, finalement, quand les dégâts sont là, les parents dépensent encore plus et le couple finit par se séparer. Et ça, c'est vraiment à déplorer que des gens se mettent ensemble, qu'ils aient un enfant qui a des tares et qu'au lieu de se mettre ensemble pour le gérer à deux maintenant, qu'ils se retrouvent seuls. Et ça impacte même sur la prise en charge de l'enfant. Et un enfant qui est mis au monde n'est pas pour la famille seule, c'est pour la société. Donc, vous voyez, ça crée également un problème au-delà même de la famille. Ouais, donc, c'est important vraiment de faire les bilans. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous devons multiplier ces genres d'émissions pour informer et surtout dire aux gens de ne pas avoir peur. Le bilan, on le fait et on fait des propositions, on donne les informations qu'il faut pour vraiment aider à une prise de décision dans le couple. D'accord. Pour le bonheur déjà du couple et pour la descendance. D'accord. Alors, quelles sont les actions que vous menez au niveau de votre ONG pour quand même changer un peu les choses au niveau des populations? Bon, nous avons plusieurs types d'actions. Déjà, nous avons la sensibilisation. C'est ce que nous sommes en train de faire là déjà. Donc, nous avons les médias comme vous et je vous remercie d'ailleurs pour tout ce que vous faites à nos côtés. Et nous avons prévu également des spots, de petites vidéos, bien de petites affiches à partager sur les réseaux sociaux. Nous avons prévu également avoir des formations avec des leaders ou avec des responsables. Par exemple, on peut prendre des responsables d'amphithéâtre pour parler des universités. On peut prendre des délégués d'établissement. Nous envisageons plutôt de voir avec les maîtresses d'ateliers de coiffure et autres. Donc, des leaders avec qui nous allons échanger pour faire un peu comme des formations sur notre site au niveau de l'ONG pour que vraiment on puisse sensibiliser, faire du proche à proche. Parce que c'est une question tellement sensible que nous ne pensons pas qu'en le disant juste comme ça et à travers les médias que nous puissions toucher la sensibilité des gens. Ce qui a également été, ce que nous envisageons également de faire, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons négocier avec des structures sanitaires, avec des laboratoires, pour que des examens de base, comme l'électrophorèse par exemple, puissent être faits à coût réduit. Et si nous avons les moyens, nous avons des partenaires, nous avons des moyens, nous pouvons également voir dans quelle mesure le rendre gratuit, ne serait-ce que pour un certain nombre. Donc voilà quelques actions que nous envisageons faire très bientôt au sein de l'ONG
pour vraiment aider à une prise de décision par rapport à la question de bilan prénuptial qui nous tient beaucoup. Mais c'est une question qui tient à cœur aux pédiatres, mais qui tient à cœur également aux gynécologues, aux mères, aux pères, à tout le monde. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais avant de clôturer, nous allons vous demander votre mot de fin. Je veux juste insister encore que le bilan prénuptial est différent du certificat prénuptial. Le certificat prénuptial, c'est une pièce administrative qui rentre dans la composition du dossier de mariage. Mais le bilan prénuptial, c'est un bilan de santé que nous demandons à deux personnes, femmes, hommes et femmes, qui s'aiment, d'aller ensemble voir un médecin, déclarer leur intention et de faire des enquêtes l'un sur l'autre pour voir si vraiment ils sont compatibles, s'ils ont des maladies transmissibles, donc c'est une probabilité qu'ils se contaminent. Également, voir s'il y a une probabilité, s'il y a des risques pour leur descendance. Et également, voir si le fait de se mettre ensemble va leur permettre vraiment d'avoir des enfants. Merci bien pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui dans l'émission. Chers internautes, vous l'avez certainement compris, il est important de faire son bilan prénuptial avant de penser à une vie à deux. Même si vous ne voulez pas passer devant monsieur le maire et si vous avez choisi le concubinage, il faut le faire. Mais rassurez-vous, comme l'a dit l'invité tout à l'heure, il ne s'agit pas des examens pour vous décourager ou pour vous séparer, mais bien au contraire, c'est pour faciliter votre vie de couple, c'est pour vous faciliter la tâche plus tard et vous permettre d'avoir des enfants bien portants. Ce sera tout pour Santé Plus de ce jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker l'émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et à très bientôt pour d'autres thématiques.